pour la société SOCAPS, et j'ai aussi une seconde casquette qui est Chief People Officer. Donc en gros, je m'occupe de tout l'aspect ressources humaines, bien-être au travail, QVT, voilà, tout ce qui peut toucher à l'humain chez SOCAPS. Merci Lucie. Thomas? Je vais brancher mon micro, sinon c'est moins intéressant en fait. Je m'appelle Thomas Parouti, je suis le fondateur de l'agence Mieux. Mieux est une agence de comme RSE depuis 15 ans. On va bientôt fêter nos 15 ans. Et on aura nos 3 étoiles, c'est parfait, la vie est belle. Et notre métier, c'est d'accompagner les marques et les entreprises dans leur strat de com interne, externe sur les enjeux RSE. Voilà. Merci Thomas. Bonjour à tous, donc, je suis Jean-Gaël Montarnal, cofondateur de la société B-Site. On évolue sur le même secteur que l'agence Mieux, la communication responsable aussi, avec de notre côté un focus sur tous les enjeux d'achat responsable et notamment des supports physiques de communication, donc tout ce qui est objet, textile, print, et avec une approche d'analyse systématique de l'impact environnemental pour mettre cet élément au cœur des décisions de consommation. Merci Joël. Bonjour à tous, donc moi c'est Marion, je suis la cofondatrice de Fairspace et avec Fairspace on aménage des espaces de travail et de vie au sens plus large avec cette notion de durabilité et de circularité qui est très importante pour nous. Merci Marion. Bonjour, donc je suis Camille, je suis Chief of Staff chez Samy, Chief of Staff bras droit des dirigeants en français. En mot français, j'ai pas mal de casquettes à mon compte, mais notamment effectivement, je suis chargée de la politique RSE de Samy et j'ai aussi eu pas mal d'ambition sur la partie RH qui a maintenant été reprise, donc assez transverse. Et Samy, qui est une entreprise qui accompagne les autres entreprises dans leur démarche environnementale, notamment de réduction des émissions, avec la mesure de l'empreinte carbone, mais aussi côté ACV sur produit, et donc définition d'une stratégie climat avec une édition de logiciel SaaS et aussi un cabinet de conseil. Ah, super, merci à tous les 5 de vous être présentés et merci de présenter aujourd'hui du coup, vos meilleures pratiques RSE. Avant de commencer d'entrer dans le détail, j'aimerais vous faire un petit tour de table et vous demander pourquoi vous êtes entré dans la labellisation et pourquoi le label Positive Compagnie. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier sur cette question. Allons-y. Alors, pourquoi se faire labelliser RSE? Parce que je pense que c'est une démarche qui apporte de la structure à toutes les actions qu'on va ensuite pouvoir mettre en place. La RSE, c'est un vaste sujet, donc par où le prendre? Poser un label donne aussi une certaine démarche. Et pourquoi, de notre côté, on a choisi le label Positive Company, Positive Workplace à l'époque? C'est parce que c'était le seul label qui reposait pas uniquement sur de l'audit documentaire, donc pour laquelle en fait on émet des documents qui sont ensuite ratifiés, mais simplement qui allait prendre aussi à partie toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc les collaborateurs, les fournisseurs, clients, etc. Ce qui était pour nous une approche intéressante pour s'assurer que ce qu'on racontait, on ne se le racontait pas simplement à nous-mêmes, mais que ça se ressentait aussi dans l'écosystème. Merci Jean-Gaël. Je vais prendre le relais. Sur la partie pourquoi Positive Company, c'est exactement le même principe que pour Jean-Gaël. Le côté 360 était hyper important pour nous. Et nous, on a décidé de se faire labelliser très tôt parce qu'on avait tout juste 1 an. Parce que c'était hyper important de commencer par ça et on intégrait déjà la notion de durabilité dans notre mission et dans notre quotidien, mais de pouvoir bien le marquer et bien identifier ce qu'on fait effectivement et ce qu'on ne fait pas, ce sur quoi on peut s'améliorer pour avoir une feuille de route, c'était très important de le faire dès le départ. Merci Marianne. Lucie, peut-être? Oui, donc nous chez SOCAPS, on a décidé d'opter pour la qualité de société à mission en 2021. Et c'est, on va dire, principalement dans ce cadre où on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on ait une vision de où on en était, et en effet avec une vision 360.
Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'opter pour la labellisation. Et pourquoi Positive Company? Parce que c'était le label français qui nous paraissait vraiment être le plus solide. Il y a des labels internationaux. On a clairement regardé tout ce qui existait. Mais pour nous, c'était vraiment français et très solide. Donc, voilà pourquoi Positive Company. Merci, Lucie. Camille? Effectivement, je rejoins beaucoup ce qui a été dit au préalable. Hein. Donc, Samy, quand on s'est lancé dans l'aventure à la base Positive Workplace, avant, on était une dizaine de personnes dans l'entreprise, donc toute jeune, start-up. Effectivement, on ne sait pas forcément par où commencer et on avait tout de suite voulu mettre un niveau d'ambition qui était haut, de par aussi ce qu'on fait. Hein. Donc, on a vraiment une volonté toujours d'être exemplaire. Donc, la labellisation, ça faisait sens. Et effectivement, ça aide vraiment à avoir une démarche structurée dès le départ, sachant que la RSE, on ne sait pas vraiment par quel bout prendre, surtout quand on a tout à créer. Donc voilà, et effectivement, Positive Company qui est un réel avantage, surtout sur, à mon sens, hein, le gros avantage que j'ai vu, c'était l'accompagnement et le côté effectivement 360, on va demander aux collaborateurs et aux fournisseurs, et aussi effectivement ce questionnaire basé sur la France et les critères français que je trouve hyper forts, qu'on ne trouve pas forcément sur le marché, et qui met en avant les spécificités françaises. Super, merci Camille. Et de notre côté, en fait, nous, en l'occurrence, l'entreprise est assez ancienne, puisque moi j'ai créé Mieux il y a 15 ans, et depuis le début, c'est que de la RSE et tout. Et en fait, on avait une approche de notre propre stratégie RSE qui était beaucoup moins professionnelle que ce qu'on fait avec nos clients. On leur dit de structurer, d'organiser et tout. Et nous, c'était très empirique. Il n'y avait rien qui était écrit au début, avant qu'on se lance dans la première démarche de labellisation il y a 3 ans, un truc comme ça, enfin un peu au début de Positive Company quand même. Donc ça nous permettait de bien bosser, de structurer et cette démarche de labellisation, ça nous permettait de nous organiser, de savoir où on était bon, où on n'était pas bon, etc. Et en l'occurrence, ce type de démarche de labellisation, c'est vrai sur d'autres secteurs. Il y a pas mal de labels qui sont utilisés pour s'améliorer. Hein, dans le tourisme, il y a Clé Verte, qui est pas très connu du grand public. Par contre, dans le monde des hôteliers, c'est assez connu parce que et ça permet aux gens de bosser. Voilà. Donc, il fallait qu'on se labellise. Et après, le choix était évidemment évident parce que je considère que la France est un pays en avance sur la RSE. Enfin, quand je dis je considère, toutes les études démontrent que les consommateurs français, les dirigeants français, tout le monde a une conscience de la RSE qui est beaucoup plus forte que dans d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou l'Allemagne ou etc. Donc, il fallait absolument soutenir cette initiative et le fait d'avoir des feedbacks de nos 3 parties prenantes majeures est hyper important et c'est hyper positif. Enfin, après, on vous donnera quelques exemples de pourquoi, enfin, comment ça marche et qu'est-ce qu'on a réussi à faire et tout. Mais le fait que nos clients nous disent vous êtes hyper bon sur la RSE, ça fait quand même beaucoup plaisir et d'enthousiasme qu'on peut partager ensuite en interne. Voilà. Merci Thomas. Tu pourras parler après des indicateurs. Ouais. Alors on va commencer par SOCAPS, mais avant voilà, je parle aux participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but c'est que ce soit interactif. Donc si vous avez des questions sur la difficulté de telle ou telle action mise en place, comment ça a été perçu par les parties prenantes, etc. N'hésitez pas. Donc, soit à lever la main ou alors à directement mettre votre question dans le chat. Et Lucie, je te laisse la parole. Tu m'arrêtes si je trompe. Ouais, je vais devoir peut-être te couper pour que tout le monde puisse avoir le temps de bien présenter. Exactement. Donc, chez SOCAPS, donc on était en effet la première entreprise labellisée 3 étoiles. Donc, c'est une grande fierté pour nous. Pour vous dire rapidement, parce qu'en fait, quand je me suis présentée, je n'ai pas présenté ce qu'on faisait et on est quand même dans un secteur qui est très, très différent des autres intervenants. C'est que nous, on est prestataire de services dans l'industrie. Donc, on fait de l'assemblage, de l'installation de lignes de production, principalement dans tout ce qui va être agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique. Donc, chez SOCAPS, on est 50 collaborateurs, mais on a intégré aussi dans notre analyse nos 1000 sociétaires. Donc, en fait, on est une société coopérative.
Et du coup, on a tout un réseau d'artisans techniciens qu'on fait intervenir chez nos clients, donc qui sont au nombre de 1000, qui sont sociétaires et donc actionnaires de notre coopérative et répartis dans le monde. Donc, on a un bout à la coopérative en Europe et ensuite, on fonctionne sous forme d'agence à l'étranger. Donc, c'est important de mentionner puisque dans la partie Positive Company, on a vraiment fait rentrer toutes ces personnes dans l'analyse. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place comme pratique RSE chez Socaps? Donc, j'ai essayé d'identifier 3 axes, sachant qu'on en a quand même mis en place bien plus, mais on va dire des axes qui sont selon moi assez forts. Donc, on va avoir toute la partie API Office et QVT. Donc, on a mis en place, par exemple, sur l'année 2023, tout un calendrier et un plan d'événements. Donc des événements pour nos collaborateurs, pour nos sociétaires, pour l'interne, pour de l'externe. Donc à titre d'exemple, ça va être des activités de team building, par exemple, donc autour de des activités très simples, la galette des rois, jusqu'à des sensibilisations sur différents sujets, LGBTQIA, le handicap. Des actions pour, par exemple, le World Cleanup Day où on se réunit tous et pendant une demi-journée, on va nettoyer là où les villes, puisqu'on a plusieurs agences dans le monde. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir sur toute une année, les 12 mois, on a à minima un événement par mois qui est là pour réunir et créer un team building pour nos collaborateurs. Ensuite, on a un groupe de travail de QVT donc, qui réunit un certain nombre de collaborateurs. Donc, on était 7 dans ce groupe l'année dernière. C'est du volontariat pour les collaborateurs d'y participer ou non. Et lors des entretiens annuels de nos collaborateurs, on peut remonter des idées via une boîte à idées. Et ce groupe QVT a exploité l'année dernière et l'année d'avant toutes les boîtes à idées remontées par les collaborateurs et ont identifié entre 5 et 10 idées à développer qui ont été développées pendant l'année, validées en comité de direction et mises en place. Donc, à titre d'exemple, on a eu la mise en place de livraison de paniers légumes, la création de la charte de droit à la déconnexion, l'augmentation de la valeur de nos tickets resto, la mise en place de congés menstruels, la mise en place des dons de congés, bon, etc. Je vais passer au second point, donc qui va être nos actions sur la partie handicap. Donc, c'est vraiment suite à notre première évaluation Positive Company, première labellisation Positive Company, où on s'est rendu compte que sur la partie handicap, on n'était pas vraiment au niveau, on va dire. Et donc, du coup, suite à la première labellisation, on a décidé de travailler donc sur toute la partie handicap. Donc, on a rédigé et mis en place toute une politique handicap. On a formé 2 référents handicap au sein de l'entreprise, dont je fais partie. On a organisé 3 sensibilisations durant l'année avec l'AGFIP et avec l'ADAPT. Donc, des sensibilisations vivantes, hein, un escape game, des casques virtuels, vraiment des choses qui sont dynamiques. On ne parle pas d'être assis dans une salle et juste écouter une personne qui fait des présentations. Des choses dynamiques pour vraiment attirer le collaborateur. On a fait toute une campagne dans nos locaux sur le handicap qui s'appelle Handicap et préjugés. Donc en fait, qui mettait en valeur des stars, des personnalités et leur handicap. Et on participe aussi aux Duo Days. Les Duo Days donc ont lieu une fois par an. Et donc dans le cadre des Duo Days, nous on fait un format un peu différent. Donc normalement, c'est une personne porteuse de handicap accompagnée d'un collaborateur. Et en fait, nous on prend plusieurs stagiaires et on fait défiler tous les services de l'entreprise face à ce groupe de stagiaires. Donc vraiment pour présenter tout le panel de la société. Donc ça, c'est pour la partie handicap. Et sur la dernière partie que je souhaitais vous présenter, donc nous avons un groupe de travail qu'on appelle RPOM, donc c'est tout ce qui est achat responsable et mobilité douce. Donc encore une fois, ce groupe de travail est composé de collaborateurs de l'entreprise. Et donc, ce groupe de travail a mis en place plusieurs pratiques, donc telles qu'une politique d'achat responsable pour tous nos bureaux. Donc, on a des bureaux en France, en Asie, en Afrique, au Brésil, aux États-Unis. Donc, vraiment une politique d'achat responsable uniforme pour tous nos bureaux. Des solutions de recyclage mises en place pour tous nos bureaux.
une réduction des achats de fournitures. Donc, on a vraiment vu entre 2021 et 2022, on a eu moins 40% d'achats de fournitures et de consommables dans nos bureaux, avec tous les efforts et les sensibilisations mises en place. On a un plan de mobilité douce qui a été mis en place, en particulier avec la métropole de Rouen, où on a notre maison mère qui collabore avec les entreprises et offre des prestations supplémentaires aux entreprises qui signent ce PDE, donc plan de déplacement. On participe au Cyber Working Up Day et on sensibilise les collaborateurs à cela. On a fait une formation éco-conduite aux collaborateurs qui ont un véhicule de société dans le but de réduire les émissions carbone. On a créé une charte des voyages responsables, encore une fois pour réduire les émissions carbone. On a fait un audit énergétique de tous nos locaux. Donc voilà, vraiment de nombreuses démarches en vue de réduire notre consommation carbone. Donc voilà pour les 3 axes sur lesquels que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Pour moi, notre spécificité dans tous ces projets, c'est que dans le cadre de notre qualité de société à mission, on a créé des groupes de travail qu'on appelle des bubbles. Et dans ces groupes de travail, on avance tous ensemble avec tous les collaborateurs de la société sur tous les sujets qui nous paraissent importants en notre qualité de société à mission. Donc de la sécurité, de la sûreté, de la QVT, nos émissions carbone. Et donc tous les groupes de travail englobent des collaborateurs de la société. Donc en fait, ça permet aux collaborateurs aussi par exemple, moi, je fais de la finance, et je participe à des groupes qui touchent au plan de mobilité douce, à des groupes de RH. On a des commerciaux qui travaillent sur de l'égalité homme-femme. Donc voilà, ça permet de diversifier aussi ces fonctions. Et je pense que ça a été aussi une force dans notre labellisation Positive Company. Et du coup, je voulais juste terminer sur notre raison d'être dans notre qualité de société à mission. Donc nous, notre raison d'être, c'est guidé par nos principes coopératifs. Nous entreprenons ensemble pour soutenir techniquement la transformation positive des industries et leur prospérité. Donc en fait, autour de toutes nos activités, on a vraiment orienté toute notre stratégie vers l'éco-responsabilité, les économies, essayer de baisser un maximum notre empreinte carbone, essayer de faire que les collaborateurs, les sociétaires soient heureux, travaillent en toute sécurité. Donc voilà, tout tourne autour de notre raison d'être et de notre qualité de société à mission. Super, merci Lucie. Oui, il y a beaucoup de choses chez Socaps et même chez les autres entreprises labellisées. Donc, ça a été assez dur pour eux de choisir seulement 3 axes ou seulement 3 actions. Est-ce que tu aurais sur toutes les actions qui ont été mises en place vraiment une action qui a eu un impact significatif sur l'entreprise ou auprès peut-être des collaborateurs? Une action, je pense que toute la partie solution de recyclage pour tous nos bureaux, ça a été une grosse action qui a représenté un gros changement pour tous les collaborateurs parce que donc on l'a mis en place il y a 2 ans et demi maintenant. Jusque maintenant, on n'avait pas forcément de solution de recyclage. Et en fait, la ville, par exemple, nous, la ville de Rouen, comme on est en plein cœur de Rouen, il n'y a pas de tri. Ils font pas passer les camions parce que ce que nous a répondu la métropole, c'est que les bruits des camions, ça a embêté le voisinage. Bon, du coup, il y a un seul camion qui passe. Donc, on a décidé de mettre en place des solutions de tri. Et ça a vraiment eu un gros impact sur les collaborateurs, qui était positif, mais attention, tout en menant toute une étape de conduite du changement. Super, bon, merci. Merci Lucie. Alors, je pense que c'est Thomas qui aura la parole maintenant sur l'agence. Donc, moi, ce que je peux vous partager, c'est en fait, et on pourrait retenir une action, 2 actions, 3 actions, mais globalement, c'est une posture, c'est une volonté de toujours s'améliorer, et c'est aussi beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que là, dans le slide, je ne parle pas d'achat responsable, et pourtant, je suis en train de boire un café joyeux sur une table achetée chez Fairspace, évidemment, mobilier reconditionné, avec un ordinateur reconditionné. Voilà. Et en fait, on s'amuse à faire de la RSE, à pousser le bouchon le plus loin possible.
Et on prend beaucoup de plaisir à essayer de toujours s'améliorer. Voilà. Après, donc ça, c'est en fait le premier point, c'est que on va essayer de bien comprendre toute notre strat RSE, notre écosystème, écouter les attentes de nos parties prenantes et ensuite aussi provoquer des changements dans notre entreprise qui, je le rappelle, depuis 15 ans est nativement RSE. Donc voilà, mais on se fixe pas trop de limites et on prend beaucoup de plaisir à essayer d'avoir une strate la plus aboutie possible. Et c'est ce qui, je pense, a été un des critères qui fait que quand l'équipe Positive Company est revenue vers nous avec le résultat de la labellisation, et ils nous ont dit tout de suite que c'était un dossier très, très, très solide. Voilà. Après, il y a encore évidemment des améliorations. Tout à l'heure, on parlait de handicap. Nous, on a déjà pris des stagiaires handicapés. Mais on n'a pas de salariés. Il s'avère qu'on est basé sur une péniche. Il y a un ascenseur parce qu'au-dessus, il y a un resto. Donc, c'est un lieu qui peut accueillir des personnes à mobilité réduite. Mais voilà, on n'a pas de situation handicapée, d'employés handicapés. Il y a assez peu de diversité d'âge dans la boîte et tout. Enfin, il y a encore plein d'améliorations. Donc, premier point, il faut s'amuser et aller dans tous les sens, en fait. La RSE, c'est vraiment une approche holistique. Le deuxième point, c'est que comme on est une entreprise de service, le plus important, c'est le plaisir qu'on va avoir à travailler, à se retrouver. Et donc, les enjeux de QVT, ils sont essentiels pour nous. Avec un premier point qui est un équilibre pro-perso. Le monde des agences est très connu pour être un milieu où on bosse beaucoup, on fait des charrettes. Depuis 15 ans, il n'y a jamais eu de soirée de charrette ici sur la péniche où on restait à bosser jusqu'à minuit, alors que ça m'est arrivé. Moi, ça fait 25 ans que je travaille. Les 10 premières années, évidemment, je faisais des charrettes tout le temps. Voilà, ça m'est arrivé de faire des réunions avec le président de mon ancienne boîte, le DG, etc., la DG, des dimanches après-midi, et le vendredi, on se quittait, on se disait, on se retrouve dimanche à 15h, quoi, au bureau. Donc, dans le monde des agences, alors évidemment, ça a évolué, mais aujourd'hui, l'équilibre pro-perso, il est hyper important. Donc, on n'a pas le droit d'écrire entre 8h et 8h, ou entre 20h et 8h du matin. Hein. On a le droit d'écrire entre 8h et 20h. Ensuite, comme il y a une population enfin, il y a un certain nombre de collaborateurs, on est 25 à peu près, 22. Il y a certains collaborateurs qui ont une trentaine d'années, qui sont mariés depuis pas très longtemps, voilà, qui ont un enfant. Et comme on est deux associés, un garçon et une fille, et mon associée, quand elle a eu sa fille, elle est partie et elle m'a dit, je reviendrai pas tout de suite, je vais prendre 6 mois. Je pense que c'est bien 6 mois. J'ai dit, ben oui, mais sauf que il y a une agence à faire tourner, à faire avancer. Et elle me dit, oui, oui, mais le plus important, c'est quand même la relation que je vais construire les premiers mois avec ma fille. C'est avec quoi je suis d'accord, parce que j'ai 3 enfants extraordinaires que j'adore et j'essaie d'en prendre soin, voilà. Et donc, on s'est dit, tiens, effectivement, en fait, pour bien accueillir un enfant, la durée légale de congé mat ou congé paternité n'est pas suffisant. On rajoute un mois. Et pour que tout le monde soit tranquille, un peu façon Yvon Chouinard, qu'il avait fait il y a 20 ans, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui avait installé le premier système de crèche dans l'entreprise, chez Patagonia aux US il y a 25 ans. En fait, on va payer la crèche, comme ça, le collaborateur, la collaboratrice est peinard, peut travailler, et pas inquiète pendant la journée, son enfant, tout le monde s'en occupe, c'est pas la nounou qui est absente, etc. Voilà, donc on paye la crèche globalement pendant 3 ans, parce qu'un enfant va en crèche jusqu'à la petite section. Et dernier point sur la QVT, c'est le télétravail au choix, dans le sens où les gens, s'ils veulent télétravailler chez leurs parents en province, alors il s'avère que maintenant il y a 4 salariés qui sont en province. Il y en a une première qui bossait à Paris, à l'agence, enfin à Boulogne, qui est partie et qui m'a dit, je suis obligé de démissionner. On a dit, il n'y avait pas question. Tu vas télétravailler. On a vécu le Covid, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et du coup, on a recruté 3 personnes
qui vivent en province et qui viennent une fois par mois. Voilà. Et donc, par définition, les Parisiens aussi peuvent télétravailler quand ils veulent. Et nous, il y a quelques personnes étrangères. Il y a une fille qui a sa famille à Barcelone, une autre qui est italienne de Rome, et donc voilà. Il y a une fille qu'on vient d'embaucher après Sciences Po là, qui est américaine. Donc, si tu veux aller télétravailler pendant une semaine chez tes parents et comme ça, le soir, le matin, le midi, tu les vois, etc. Et c'est sympa, tu passes les 2 week-ends à Barcelone avant, après. Évidemment que ça pose pas de problème. Et du coup, ça nous permet de prendre l'air et d'aller télétravailler à droite à gauche. Voilà. Donc, tous ces éléments, en fait, créent beaucoup de liberté. Après, évidemment, ça crée de la responsabilité aussi, dans le sens où il faut être autonome, il faut être évidemment clean, s'engager et pas tricher, et voilà. Mais tout ça favorise un contexte très positif de responsabilisation de chaque individu qui, du coup, peut s'épanouir parce qu'en plus, je peux mettre ça aussi dans la QVT, il y a beaucoup de formations. On se forme tout le temps, on fait des fresques tous les 4 matins. On est en train d'en créer une d'ailleurs en ce moment. Mais voilà. L'écran est noir d'un seul coup chez moi. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Ah, voilà. Et le dernier point, c'est on est une agence de communication. On a la chance de travailler avec les grandes entreprises françaises, que ce soit L'Oréal, Heineken, Carte Noire, des labos, des Hermès, LVMH, Maison Bollinger, Lexmark, etc. On a plein de très beaux clients avec des directions RSE des directrices RSE et parfois des directeurs, mais souvent des directrices RSE qui sont les meilleurs directeurs RSE, enfin qui sont vraiment à la pointe. Donc ils attendent de notre part, évidemment, qu'on ait ce label, qu'on ait une démarche RSE, mais sur notre proposition de valeur qui est la communication, évidemment qu'il faut qu'on ait une proposition différente de Publicis Savas, et c'est pour ça que j'ai créé l'agence il y a 15 ans, c'est pour avoir un truc très différent. Et donc, évidemment, sur le métier de la communication, il y a 2 enjeux, c'est l'éco-socio-conception, de la production de la communication, l'éco-socio-création, éventuellement, on peut dire aussi. Donc, ça va être pour du print, du web, voilà, alors, nous, on ne travaille pas sur les objets publicitaires, mais quand on développe quand on écrit le rapport annuel enfin le rapport RSE de d'Heineken, et évidemment qu'on va l'éco-socio-concevoir aussi dans le papier. On va bosser avec l'imprimerie solidaire, qui est une entreprise où il y a 45 personnes en situation de handicap sur 60, etc. Sur l'hébergement, pour Lexmark, qui est donc un fabricant de cartouches et d'imprimantes, on a développé une plateforme qui nous a permis de récupérer 4,5 millions de cartouches dans 60 pays. Mais ce site qui est un petit peu solide, le code a été éco-conçu et ensuite il est hébergé chez un hébergeur qui est labellisé d'ailleurs Positive Company, qui s'appelle Data Campus, qui est pour moi l'hébergeur le moins énergivore de France, voire d'Europe. Voilà. Donc, éco-socio-conception de la communication. Et après, il y a évidemment aussi les nouveaux récits sur lesquels on est en train de travailler. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre la consommation de produits de façon en plus économie linéaire, non circulaire, comme l'alpha, l'oméga de l'économie et la croissance, etc. Par exemple, on bosse avec Decathlon, enfin, on bosse avec des entreprises qui évidemment réfléchissent à des nouveaux modèles d'affaires. Donc, évidemment qu'on va raconter des nouvelles histoires et des belles histoires. Et il y a un chantier qui est en train de s'ouvrir, puisque vous l'avez peut-être vu, la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, qui a fait plein de petits partout en région et tout, et qui est un super mouvement, vient de créer une CEC Nouveaux Imaginaires, dans laquelle ils ont annoncé les 5 ou 6 premières entreprises dont nous avons la chance de faire partie avec Bayard, avec My Little Paris, avec des boîtes comme ça. Voilà. Donc, je laisse passer peut-être au retour des parties prenantes, il nous faut un peu de temps après pour les autres entreprises. Donc, ensuite, je voulais partager 3 chiffres. Et après, évidemment, je me tais. Le premier point, c'est que la force de Positive Company, c'est vraiment l'écoute des 3 parties prenantes. Donc, on a un retour avec des chiffres très surprenants. Alors, le premier chiffre de 100%, là, évidemment, il répond à plusieurs questions. On leur a demandé, est-ce que vous considérez l'agence comme compétente?
Est-ce que vous considérez la personne que vous avez en face de vous comme en capacité de répondre à toutes vos questions? Enfin bon, voilà, on a plein de chiffres extraordinaires. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais hyper ému parce que je me dis, ah, ça fait 15 ans que j'ai monté cette boîte et quand 97% de nos clients, on a interrogé, on a eu 50 réponses, hein. Et je vous ai cité le type de clients qu'on a. C'est pas des, il y a des dizaines d'agences qui leur courent après. Voilà. Et quand 97% de nos clients nous recommandent, je dis, pourquoi autant d'amour? Voilà. Et deuxième point, il y a les fournisseurs, évidemment, qui sont importants. On n'a pas beaucoup de fournisseurs, mais ils nous considèrent comme fidèles. C'est-à-dire que on les met pas en compétition, on les vire pas au moindre problème, etc. Voilà. Alors donc ça va être des petites boîtes de prod, ça va être des équipes de développement, des choses comme ça. Et après le retour des collaborateurs. Alors, on en est Great Place to Work aussi. Sur le retour des collaborateurs, on a eu plein de très bons résultats et ça c'est hyper intéressant d'avoir tous ces retours de barème. Voilà. Et comme les amis de Socaps, nous sommes aussi entreprise à mission et ça nous drive aussi. Voilà. Donc, je pense que une entreprise, elle a besoin évidemment d'un label ISO 26000, de s'intéresser peut-être à la QVT si c'est un enjeu avec un sujet spécifique, voilà, et d'être entreprise à mission. Et avec ça, déjà, on a des bons drivers pour une bonne stratégie et pour créer l'économie plus durable qu'on espère tous. Super, merci Je beaucoup, me Thomas. Et je Évidemment, je laisse répondrai à toutes vos la questions. parole à Bisaït, à Jean-Gaël. Excellent, merci, merci déjà pour ces deux interventions très intéressantes. Chez B-Site, je vais volontairement aller un petit peu plus dans l'activité de mon côté. C'est là-dessus que je vais mettre l'accent parce que c'est là-dessus aussi qu'on se démarque particulièrement chez B-Site, dans le sens où on reste une petite société. Quand j'entends Lucie raconter tout ce qu'ils ont mis en place chez Socap, je suis jaloux, mais à la fois, enfin voilà, c'est admiratif et on n'a pas suffisamment de ressources, je pense, pour pouvoir mettre tout ça en place. Ce qu'on a observé d'ailleurs dans le cadre d'une démarche, de la mise en place d'une démarche RSE et de l'obtention d'une labellisation, c'est que pour des petites structures comme les nôtres, je pense que Marion peut-être peut se retrouver chez Fairspace aussi, la notion de formalisation d'une démarche comme celle-ci prend du temps et nécessairement ce temps-là, c'est de la ressource, c'est aussi des humains derrière. Donc voilà, on est un peu limité par le nombre de personnes qu'on est. On est 10 en ce moment chez B-Sites. Donc le cœur finalement de notre action RSE se trouve directement dans notre cœur d'activité et c'est un peu l'ADN autour duquel on s'est construit. Et donc dans ce sens, ce qui s'est passé, moi j'ai un peu mis l'accent sur ce qui s'est passé en 2023 chez B-Site. Donc 2022, on termine une année intéressante qui, avec une diminution d'impact environnemental de 22%, orientée uniquement sur le critère du carbone. C'est ce qu'on est capable de mettre en avant auprès de nos clients. L'idée, c'est de se dire que voilà, ils vont consommer des supports de communication physiques, donc que ce soit des objets, du print ou du textile, et sur l'ensemble de ces consommations-là, quand on compare ce qui est fait en standard sur différentes références, on obtient une réduction de 22% sur l'ensemble de ce qui a été réalisé chez B-Sites l'année dernière. En 2022, pardon, sur 2022, on n'a pas encore les chiffres sur 2023, mais le gros critère de 2023, c'est qu'on est passé sur du multicritère, justement, on n'est plus uniquement sur de l'empreinte carbone. Pour vous donner pour vous permettre de vous projeter, en gros, il y a des méthodologies qui existent et qui sont scientifiquement approuvées aujourd'hui jusqu'à l'échelle européenne, et notamment, donc, une des méthodologies s'appelle le PEF, le Product Environmental Footprint, qui permet d'avoir une vision multicritère, 13 critères en France qui sont retenus sur les 16 qui sont proposés en Europe, pour connaître vraiment de façon la plus systémique possible l'impact d'un produit physique. Et donc sur cette méthodologie, aujourd'hui, il y a très peu de solutions pour implémenter finalement ces méthodologies directement dans les cœurs d'activité des sociétés. Donc on a dû développer par nous-mêmes une solution pour pouvoir analyser tout un système d'information pour récupérer la donnée. Il y a vraiment un traitement de données qui est important derrière tout ça pour finalement afficher ce score systématiquement pour tous les produits qui sont distribués. Donc ça, c'était un énorme chantier qui nous a pris beaucoup de temps et de matière grise aussi pour être posé.
Et aujourd'hui, on peut vanter d'être, je pense, la seule solution sur notre marché qui est une solution si aboutie d'analyse environnementale et systématique. Donc voilà, on a vraiment cette position-là. Et ce qui a été aussi une très belle réussite sur 2023, c'est la mise en place d'une nouvelle offre qui est vraiment autour de contrats d'exclusivité avec des grands comptes et sur lesquels on va pouvoir avoir une démarche, peut-être si on passe sur la slide suivante, Isabelle, on va pouvoir avoir une démarche d'analyse systématique de toutes les commandes et vraiment comme ça rentrer dans de la sobriété. Moi, ce que j'aime dire, c'est que B-Site, c'est une société à mission de transition, c'est-à-dire qu'on est sur un marché qui est connu et qui est décrié. Je pense que, je ne sais pas Thomas, ton avis exactement sur le sujet des objets publicitaires, mais en général, voilà, l'interprétation qu'on en fait est pas forcément des plus nobles. Est-ce que tu me rejoins là-dessus? Ouais, non, mais il y a même des entreprises qui, dans les renoncements qu'ils font, ils décident d'être zéro goodies. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est Et aujourd'hui, ça a une mauvaise image, et voilà. Donc, voilà, bah, c'est un d'où constat les qui. goodies Bud de B-Site. Ouais, on a eu cette charte-là, Bud pour beau, utile et durable. On l'utilise moins parce que c'était un petit peu pas sorti de notre chapeau, mais disons que vu que on évolue dans un écosystème et qu'on a besoin aussi de la validation de nos pairs finalement pour s'assurer que ce qu'on avance ne soit pas juste sorti de notre chapeau tout simplement. On a mis le Bud de côté, le beau, utile et durable de côté pour vraiment s'orienter sur une méthodologie plus aboutie et plus reconnue surtout. Mais on a développé à l'époque effectivement notre Bud Score qui était une mise en perspective de l'utilisation dans cette réflexion d'impact environnemental des produits. Mais voilà, en tout cas, c'est un canal de communication, le goodies et les autres canaux, un petit peu moins le print et le textile, mais qui sont aussi très utilisés, qui ont mauvaise presse, entre guillemets, parce que il y a eu effectivement énormément de dérives sur ce marché. Nous, aujourd'hui, on a une approche qui apporte vraiment des nouvelles grilles de lecture pour les entreprises qui souhaitent encore en faire et qui sont encore dans l'obligation finalement, par la demande de leurs parties prenantes, collaborateurs et clients, de distribuer ces obligatoires inutiles lors des salons, etc. Donc, on sait qu'on est sur un sujet de consommation directe et on l'approche avec une démarche qui est du moins pire, j'ai envie de dire. On n'a pas de baguette magique et on ne va pas révolutionner le monde, mais en tout cas, on sait qu'il y a quelque chose à faire sur ce marché-là. On sait que les choses ne vont pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, même si de temps en temps on le souhaiterait. Donc, pour ce qui ne s'arrête pas, on est une solution à moindre mal. Sachant qu'il y a quand même quelques vertus aussi à ce canal de communication, l'objet, quand il est bien réfléchi. Voilà, là vous avez sur la slide quelques chiffres, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est un petit peu barbare, c'est juste pour vous dire qu'il y a un travail assez énorme sur la partie structuration de la donnée, qui est aussi passionnant parce que ça nous oblige vraiment à embarquer tout notre écosystème avec nous. On a une Élise Lucet en interne en gros, qui est masculine pour le coup, mais qui va toquer à la porte de nos fournisseurs pour choper de l'information qui parfois est un petit peu compliquée à récolter. Voilà ce que je peux dire. Si on revient juste à la slide précédente, que je vois si j'ai oublié quelque chose. Après, l'idée, c'est aussi qu'on en discute tous ensemble. Oui, un dernier élément, c'est les processus d'achat responsables qu'on a mis en place en interne qui sont très aboutis et qui vont vraiment avoir une logique entonnoir pour évaluer les organisations, puis ensuite mettre tout en place pour pouvoir évaluer les produits liés aux organisations avec lesquelles on bosse, avec les fournisseurs. Mais je ne vais pas aller nécessairement dans le détail. Je vois en plus l'heure qui tourne et puis il y a deux autres personnes à parler derrière moi, donc je vais laisser la parole et au plaisir d'échanger avec ceux qui le souhaitent ensuite. Super, merci Jean-Gaël. Donc, on va passer à Perspace. Marion, je te laisse prendre la parole. Oui. Donc du coup, moi je vais plutôt parler un peu plus en détail plutôt de la notion de gouvernance qui nous a rapporté entre guillemets pas mal de points pour obtenir les 3 étoiles. Pour le contexte, donc je le rappelle, on a cherché à se faire labelliser au bout de 1 an et demi, et donc l'idée c'était de savoir où est-ce qu'on en était et comment est-ce qu'on pouvait vraiment bien formaliser. Et je rejoins Jean-Gaël, ça prend du temps et donc du coup d'anticiper ça dès le départ. Et donc, on s'est rendu compte avec agréable surprise qu'on avait les 3 étoiles parce que nos premiers clients avaient vraiment conscience de nos engagements. On n'avait pas trop de doutes sur la notion de fournisseur puisque du coup, on travaille qu'avec des fournisseurs
français engagés, beaucoup de mobilier issu du reconditionnement, de l'upcycling. Donc ça, on était assez confiants là-dessus. Et par contre, sur la notion ça nous a obligés à aller un peu plus loin sur la notion de gouvernance. On faisait déjà beaucoup de choses et on s'est dit, OK, il faut qu'on continue. Donc nous, on avait mis en place, on a une structure qui est issue de l'économie sociale et solidaire dans nos statuts, et donc on avait déjà une notion de gouvernance qui était existante. Et on a décidé d'aller plus loin en proposant une gouvernance partagée avec notamment nos équipes. Donc actuellement, on est 13 et on a mis en place des axes de travail. Et c'est amené à évoluer parce que forcément, vu qu'on est une jeune structure, on les fait évoluer au fur et à mesure. Et on a d'ailleurs une réunion justement hier pour affiner un peu, maintenant qu'on était un peu plus nombreux. Donc avec une notion de cercle et d'activité, de mission derrière, ce qui nous a amené sur la notion de qualité de vie au travail à créer la semaine de 4 jours. Donc on a testé pendant 6 mois, enfin 3 mois plus 3 mois de validation. Il n'est pas interdit qu'elle réévolue par la suite en fonction du besoin de nos équipes, parce qu'une semaine de 4 jours, c'est top, mais on est sur du 35 heures. Donc le jour où on aura des équipes qui auront des enfants, c'est pas forcément tout à fait adapté d'être sur une semaine de 4 jours, par exemple, ou alors semaine de 4 jours, 32 heures. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent évoluer. Nous, notre credo, c'est de s'adapter et d'être toujours aligné par rapport aux besoins des équipes. Donc c'est pour ça que cette gouvernance partagée était aussi importante pour nous. Ce qu'on a accéléré en étant labellisé, c'était aussi c'était important pour nous d'aller un peu plus loin sur la notion d'économie sociale et solidaire en étant labellisé ESUS. Ça nous donnait aussi un gage de confiance sur la notion de solidarité, puisqu'on n'a personne, on n'est pas une structure d'insertion. Par contre, au quotidien, nous, on fait appel à de nombreux fournisseurs qui sont des structures d'insertion. Je prends un exemple, par exemple, on est amené à fabriquer des tables en réemploi qui sont fabriquées par des structures d'insertion, et ça représente en termes de chiffre d'affaires et aussi en temps travaillé par les structures un point suffisamment important pour qu'on soit labellisé ESUS sur cette partie-là, parce qu'il y a aussi la notion de durabilité qui est forcément nécessaire. Voilà. Après, je pourrais rentrer en plein de détails sur la notion de gouvernance partagée, mais aussi un de nos objectifs, et qui fait qu'on a eu 3 étoiles, je pense, enfin, j'espère, c'est la notion de nos engagements sur nos projets. Nous, on a mis très rapidement en place des ambitions, par exemple, d'avoir 60% de réemploi sur nos projets. On y est presque. On est sur beaucoup des projets, mais il y a encore des projets où on n'est pas à 60% de réemploi. Mais par exemple, on est sur 2023, 76% d'économie circulaire, c'est-à-dire de réemploi et d'upcycling. Donc ça, c'est plutôt un enjeu sur lequel, enfin un chiffre sur lequel on est assez fiers. On a progressé de presque 10 points, je crois, par rapport à l'année dernière. Et en fait, ça se traduit en, peut-être montrer l'image après, si tu veux, Isabelle. Je vais donner concrètement un exemple pour qu'on comprenne en quoi ça ressemble. Moi, j'aime bien cette image parce que, donc là, on est sur un acteur public à Marseille qui avait besoin qui a créé un nouvel immeuble et qui a besoin d'équiper correctement ses locaux. Et il y avait une vraie vision qui est importante pour nous de qualité de vie au travail. C'est des équipes qui sont au quotidien en dehors de leurs locaux. Ils font partie du ministère de l'Intérieur, et c'était important que les locaux, par contre, soient vraiment confortables, agréables. Quand ils s'y retrouvent, ils créent une vraie cohésion d'équipe aussi, pour que quand ils sont sur le terrain, ça se passe bien. Donc nous, on a vraiment adhéré à la démarche, et donc par exemple, leur espace convivialité, les tables en bois qu'on peut voir, elles sont fabriquées par une structure d'insertion dans le sud de la France. Les chaises, il y a quelques chaises au fond qui sont aussi fabriquées en upcycling à partir de plastique recyclé. Et à côté de ça, on a mis par exemple des canapés qui sont éco-responsables, donc qui sont neufs, mais qui correspondaient aussi aux besoins des équipes, et donc d'assembler le tout pour que ça fasse un beau projet. Il me semble qu'on est à plus de 70% d'économie circulaire sur ce projet. Je crois qu'il n'y a que les canapés et quelques tables basses qui sont neuves en éco-responsable. Et par contre, il y a un des enjeux que Positive Company nous a fait remonter, c'est qu'on avait déjà en tête, mais qu'on a un peu fait accélérer, c'est de créer un bilan, savoir vraiment exactement ce que l'on vend comme mesure, puisque du coup, c'est important pour nos clients de travailler avec nous, parce qu'ils savent qu'on est engagé, mais jusqu'à quel point, et sans faire de greenwashing. Donc, on a avancé sur un estimatif carbone
pour que ça soit un peu plus clair pour les gens. Et puis, sur un bilan carbone, quand on a vraiment besoin de détailler. Et on ne l'a pas encore fait sur ce projet parce que c'était un projet qui date de l'année dernière et on vient tout juste de finaliser l'estimatif carbone, mais on serait sur un très bon score sur celui-ci, je n'en doute pas. Voilà, j'ai été rapide normalement. Super, merci Marion. Du coup, je laisse la parole à Camille. Tu auras 5 minutes, Camille, je te préviens, pour qu'on ait 5 minutes de questions-réponses à la fin. Il y a aucun souci. Je trouve ça super riche ce qui a été dit au préalable et je trouve qu'au bout d'un temps, je risquerais de répéter parfois ce que les autres ont dit, mais j'adore ces échanges qui servent à nourrir à fond la réflexion. Donc Samy, nous on a été labellisé 3 étoiles en 2023, mais on avait fait déjà une première session de labellisation, on était 2 étoiles, donc on avait progressé. Je vais faire un petit disclaimer parce qu'en fait, chez Samy, on est hyper chanceux de base. En fait, j'explique. Sans retirer tout ce qu'on a mis en place et qui est super cool, on avait quand même beaucoup de trucs positifs qui facilitaient beaucoup la RSE et qui fait que faire la RSE chez Samy, c'est assez simple. Tout d'abord, en fait, Samy, on est une start-up, donc ce qui veut dire des gens super engagés dans un projet qui est tourné vers l'environnement. On s'est créé sur le principe du full télétravail. Donc en fait, on s'est créé avec un ensemble en fait d'avantages qui font que faire la RSE c'est simple, d'engager les personnes dans une démarche de RSE c'est simple, et surtout qu'on n'a pas en fait les gens sont assez convaincus de pourquoi est-ce qu'il faut aller sur des logiques sur un développement, aller sur des logiques de développement durable, de la bienveillance au travail, etc. Donc en fait, on a une évangélisation qui est quand même très simple à faire. Donc ça, c'est un des premiers points. Et justement, avant de mettre en avant du coup les points des meilleures pratiques, je pense que la plus grosse meilleure pratique que j'ai à apporter ici aujourd'hui, c'est le poids de la co-construction. Chez Samy, il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, on a réalisé en fait toute une politique qui s'appelle People First, qui continue. On est une entreprise People First, et ça a commencé par tout un travail d'atelier de co-construction avec toute l'entreprise, qui a commencé par une question extrêmement simple. En fait, c'est qu'est-ce qu'il vous faut pour vous projeter chez Samy ? Et ils ont eu en fait la possibilité de tout mettre. De mettre ce qu'ils voulaient. Ça nous a arrangé parce qu'en fait, à ce moment-là, on cherchait à structurer une politique RSE et on ne savait pas par où commencer. On avait effectivement déjà commencé, mais il y avait beaucoup de choses à faire. On ne savait pas vraiment prioriser et on voulait vraiment prioriser avec les gens. Et en fait, en fonction de leurs besoins. Et on a eu de la chance, en fait, parce que dans ce qui est revenu, c'est tous les ensembles de la RSE qui sont revenus. Donc, on a eu beaucoup de chance. On a eu le bien-être au travail, les tickets resto, le 5 jours de bénévolat donné pour faire de l'associatif. C'est avec Vendredi. Une politique parentale, une politique d'achat responsable, c'était ressorti d'ailleurs. Voilà, mieux voir son impact. Aussi mieux voir l'impact de Samy. Donc on a fait un gros travail après de mettre en avant en fait ce qu'on faisait, parce qu'il y avait déjà plein de trucs de positifs, mais on le voyait pas forcément. Donc voilà. Si je pouvais vous donner quelques pratiques et bonnes pratiques qui nous ont marqués, et qui en fait je pense aussi marquent un petit peu ce côté ADN fort que l'on a, et je pense que quelqu'un en fait qui est une entreprise qui est labellisée 3 étoiles, il y a d'abord en fait ce côté de effectivement une certaine maturité dans les processus qui ont été mis en place sur l'aspect RSE, mais il y a aussi et avant tout comme là on a pu le voir avec toutes les autres entreprises, on est convaincu par la RSE et l'intérêt que ça a, et l'intérêt business que ça a. La RSE est intégrée à nos affaires en fait, quoi. Il n'y a pas de ah mais attention ça c'est crade, en fait c'est intégré dans toute notre manière de vivre et de penser le business. C'est un vrai business as usual, et je pense que ça c'est vraiment le plus gros shift à faire, et qui a été assez facile pour nous puisqu'on est né comme ça. Donc je tiens à le dire. Donc voilà. Après le point qui est assez fort, et les 3 points, forcément nous on est une entreprise dans le plan climat, donc dans le climat, donc on pouvait pas ne pas être exemplaire sur le climat. Donc on a réalisé, par contre on voulait vraiment être exemplaire plus, c'est-à-dire qu'on a fait un plan climat 2023 qui est disponible, vous pouvez le trouver sur internet si vous voulez. En fait où on voulait pas juste dire que tout était parfait.
c'est dur en fait de décarboner. Et en fait, on a voulu montrer en toute transparence où est-ce qu'on galérait, etc. Parce qu'en fait, on voulait vraiment nourrir ce côté retour d'expérience. Et l'un des plus gros trucs en fait qu'on veut ressortir, c'est la transparence en fait, quoi. Ok, on fait des trucs bien, mais on fait aussi plein de trucs mal, ou pas assez, ou difficilement, parce que parfois ça peut être dur. Donc ça, c'était l'un des premiers points. On ne voulait pas être hors sol en fait. Donc on a aussi mis en place des petits d'achat responsables que j'invite, qui sont fondatrices dans une entreprise et qui touchent plein d'aspects. Sur la partie, je vais aussi mettre en avant plutôt le côté aussi bien-être au travail. Là, pour le coup, c'était vraiment, on s'est vraiment adapté en fait aux demandes, et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois qu'on met des choses en place, il y a des nouvelles demandes qui apparaissent. Bon là, par exemple, le dernier séminaire, en fait, les gens avaient commencé à ne plus savoir quoi demander. Donc ça commence à devenir un peu compliqué. Mais par exemple, du coup, on a mis le bonus parental, il y a le full TT. Je pourrais parler si vous voulez. Enfin, on a mis pas mal de choses. Le bénévolat, c'était super bénéfique. J'invite vraiment les entreprises à le faire. J'ai un super bon retour d'expérience là-dessus. Nous, c'était un vrai besoin et ça a été demandé. Donc voilà. Et ça, c'est un vrai truc que je dis depuis tout à l'heure. Donc c'est la co-construction. L'avantage, c'est que quand vous mettez en place quelque chose qui a été demandé par vos employés. Et ça, c'est super fort en fait, parce que ils l'ont demandé. Et donc le côté après de le mettre en place est très facile, et le maintenir aussi dans le temps. Et il y a une autre partie aussi qui est un peu vraiment côté nous, notre ADN. Chez Samir, on a un ADN qui est assez open source. Et en fait, ce qui est, je pense, parce que dans RSE, il y a sociétal. Et il y a nos fournisseurs, il y a nos clients, et en fait on voulait aussi l'ensemble de l'économie, de notre économie, notre industrie, sachant que la comptabilité carbone, c'est un marché qui est en création. Donc je vais finir, je finis du coup, qui est un marché qui est en création, et en fait la méthodologie pour faire du bilan carbone, elle est aussi en création, c'est une nouvelle science, et en fait on voulait pas que la méthode de la compta carbone soit en fait un enjeu au détriment du consommateur, un enjeu en fait, un cabinet de conseil qui aurait une meilleure méthodologie mais qui serait très opaque, il pourrait pas y avoir accès. Donc en fait on a juste publié notre méthodologie, qui aujourd'hui est reprise par les institutionnels et qui est pilotée par l'Association pour la transition bas carbone. Et à côté de ça, on a créé Open Carbon Practice pour nourrir justement le PCG. Et Open Carbon Practice, c'est la communauté des praticiens du carbone qui regroupe aujourd'hui plus de 700 experts du carbone. Elle a été créée il y a un an. Et justement pour discuter des bonnes pratiques, de comment on galère, sur quoi on galère, est-ce que vous avez des nouvelles, comment est-ce qu'on fait avancer la science, etc. etc. Et ça, c'est un des points sur lesquels on est particulièrement fiers, c'est que Samy a pu faire avancer son cœur de métier. Donc voilà. Super, merci Camille, je suis navrée que tu aies dû un peu speeder sur la fin. Merci à tous les 5 pour votre intervention. On va laisser place à des questions. Est-ce que si l'un d'entre vous a des questions dans le public, n'hésitez pas. Vous pouvez profiter du coup de la présence de nos intervenants. Personne n'a de questions. C'était trop riche. Bonjour. Moi, j'ai une question. Je suis Michel Foin, je suis journaliste. J'ai cru comprendre que l'agence Mieux avait 2 labels, à la fois Positive Company et Bicorp. Et j'aimerais bien. Non, c'est pas ça? Non, on est Positive Company et C'est Great tout. Place to Work, qui est vraiment que sur le social, sur la qualité de vie au travail, sur est-ce que ces salariés se sentent bien. D'accord. Voilà. Alors, Mais excusez-moi. Alors, après, on s'est posé la question d'aller aussi sur Bicorp. C'est Samy qui est Bicorp, hein, pour info. Voilà. Et mais peut-être que Samy peut intervenir sur la différence entre les deux labels. Puisque vous avez hésité, donc sur quels critères avez-vous fondé votre choix? Un peu de chauvinisme, parce que il y a les classements internationaux EcoVadis en fait un notamment, qui est assez reconnu, qui classe les pays dans l'ordre de leur engagement et de on va dire de l'ambition des extraterrestres des entreprises. En général, c'est Suède, Danemark en premier, la France est 3e, l'Allemagne est 9e, les US sont 14e. Donc moi, je préfère travailler avec des gens qui sont dans le 3e meilleur pays que dans le 14e meilleur pays. Surtout qu'en plus, après le deuxième élément, c'est le fait qu'on ait beaucoup de retours. C'est-à-dire que
Je vais prendre un seul exemple. Si vous faites de l'assertif Bicorp, qui est un super label, hein, nous on a plein de clients qui l'ont, c'est hyper sexy, ça démontre une exigence RSE qui est bien aussi, donc voilà. Mais typiquement, sur le paiement des fournisseurs, si je remplis le questionnaire Bicorp, je vais dire, je paye mes fournisseurs à 60 jours parce que c'est de la loi, l'expert comptable va produire un document qui dit l'agence mieux paye à 60 jours. Voilà. Je vais faire la même chose sur l'autre côté, sauf que mes fournisseurs vont être interrogés sur les délais de paiement. Et donc, si je paye à 6 mois, ben, sur Bicorp, ça ne se voit pas. Et sur Positive Company, on constate que en fait, l'entreprise a un peu pipoté les résultats où l'expert comptable a été trop gentil en disant l'entreprise respecte la loi. Voilà, donc c'est pour ça que, et la RSE, ça se co-construit. La RSE, c'est pas moi qui définis ma stratégie RSE, c'est parce que j'ai des échanges avec mes parties prenantes, avec mon écosystème, qui me posent plein de questions, que je réponds. Voilà. Super, merci Thomas. Alors, on finit toujours nos webinaires à l'heure. Donc, voilà, si quelqu'un d'autre a une dernière question, ou pas du tout. En tout cas, je vous enverrai la présentation par mail. Je vous donnerai les contacts des 5 intervenants. Donc, si vous avez des questions à leur poser, vous pourrez le faire après. Je vous remercie tous les 5 pour votre témoignage et je remercie aux participants d'être venus aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Bonne Merci à journée. tous.